Bismillah. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui, comme on le sait, avaient été fondés par Gérard Tinck, gentilhomme provençal, dont nous retrouverons plus tard le berceau aux Martigues, habité au XIVe siècle l'île de Rhodes, dont il portait aussi le nom. Or, Rhodes vient du mot phénicien Rod, qui veut dire serpent. Ce nom, comme on le pense bien, avait une cause, et cette cause, c'était la quantité innombrable de reptiles que de temps immémorial, la patrie du colosse refermé. Il est juste de dire cependant que les serpents avaient fort diminué depuis 200 ans que les moines guerriers s'étaient établis dans l'île, attendu que dans leurs moments perdus, et pour s'entretenir la main, les chevaliers leur faisaient une rude chasse. Le résultat de cette activité, que la commanderie se croyait à peu près délivrée de ses ennemis, lorsqu'un jour, un dragon apparut, d'une grandeur si gigantesque et d'une forme si monstrueuse, que près de lui, le fameux serpent de Régulus n'était qu'une couleuvre. Les chevaliers furent fidèles à leur tradition si dangereuse, qu'il fut de les suivre. Plusieurs se présentèrent pour combattre le monstre, et sortirent tour à tour de Rhodes pour aller relancer dans la vallée où il avait sa caverne. Mais de tous ceux qui sortirent, pas un ne revint, et en ce cas, comme toujours, la perte tomba sur les plus vaillants. Le grand maître, Élian de Villeneuve, fut si désespéré du résultat des premières tentatives qu'il défendit, sous peine de dégradation, qu'aucun des chevaliers qui étaient sous ses ordres combattit le serpent, disant qu'un pareil fléau ne pouvait être suscité que par Dieu, et que par conséquent, c'était avec les armes spirituelles et non avec les armes temporelles qu'il le fallait combattre. Les chevaliers cessèrent donc leurs entreprises, au grand désappointement du monstre, qui commençait à s'habituer à la chair humaine, et qui fut forcé d'en revenir tout bonnement à celle des bœufs et des moutons. Sur ces entrefaites, arriva à Rhodes un chevalier de la Camargue, nommé Dieudonné de Gozon. C'était à la fois un chevalier d'une grande bravoure et d'une grande prudence, mais qui ne s'était jamais battu qu'en Occident, de sorte qu'il résolut, à l'endroit du serpent, de donner à ses compagnons un échantillon de ce qu'il savait faire. Mais comme ainsi que nous l'avons dit, c'était un homme aussi sage que brave, il résolut de ne pas risquer imprudemment sa vie, comme avaient fait de leur ceux qui avaient entrepris l'aventure avant lui. Et avant de combattre, il voulut bien savoir à quel ennemi il avait affaire. En conséquence, Dieudonné de Gozon prit sur le monstre les renseignements les plus exacts qu'il put se procurer, et il apprit qu'il habitait un marais à 2 lieues de la ville. Vers les 11 heures du matin, c'est-à-dire au moment le plus chaud de la journée, il sortit de sa caverne et venait dérouler au soleil ses immenses anneaux. Resté jusqu'à 4 heures à l'affût de sa proie, puis 7 heures arrivées, rentrait dans sa caverne pour n'en sortir que le lendemain. Ce n'était point assez. Gozon voulut voir le serpent de ses propres yeux. En conséquence, il sortit un matin de Rhodes et s'achemina vers le marais, muni au lieu d'armes d'un crayon et d'une feuille de papier. Arrivé à 1 000 de pas de la caverne, il chercha un lieu sûr d'où il pût tout voir sans être vu. Et l'ayant trouvé, il attendit son crayon et son papier à la main. Qu'il plut au serpent de venir prendre l'air, le serpent était très exact dans ses habitudes. À son heure ordinaire, il sortit, se jeta sur un bœuf qui s'était aventuré dans ses domaines, l'engloutit tout entier dans son vaste estomac. Et satisfait de sa journée, s'en vint digérer au soleil à 500 pas de l'endroit où Gozon était caché. Gozon eut donc tout le temps de faire son portrait. Le serpent posait comme un modèle, aussi reproduisit-il avec une fidélité scrupuleuse les moindres détails de sa personne. Puis le dessin terminé, le chevalier se retira avec la même précaution et s'en revint à Rhodes. Ses camarades lui demandèrent s'il avait vu le serpent. Gozon leur montra son dessin, et ceux qui n'avaient fait même que l'entrevoir reconnurent qu'il était de la plus grande exactitude. Le lendemain, Gozon sortit de nouveau de Rhodes et retourna à sa cachette. Le soir, il revint à la même heure que la veille. Les autres chevaliers lui demandèrent ce qu'il avait fait. Il répondit qu'il avait fait quelques corrections à son dessin de la veille. Les chevaliers se mirent à rire. Du surlendemain, même sortie, même précaution, et au retour, même réponse. Les chevaliers crurent leurs camarades fous et ne s'en occupèrent plus. Ce manège dura 3 semaines. Au bout de 3 semaines,
Le jeune chevalier savait son serpent par cœur, alors il demanda au grand maître un congé de 6 mois, et l'ayant obtenu, il s'en revint en son château de Gozan, qui était situé sur le petit Rhône en Camargue. À son retour, chacun lui fit grande fête, et surtout de magnifiques dogs qu'il avait. C'étaient des chiens de la plus grande race, habitués à tenir les taureaux en arrêt, tandis que l'intendant de Gozan les marquait avec un fer rouge. Gozan, de son côté, leur fit grande fête, car il avait ses vues sur eux, et comme il craignait qu'ils n'eussent dégénéré en son absence, il les lança sur 2 ou 3 taureaux qu'ils coiffèrent à la minute. Le même jour, Gozan, sûr d'avoir en eux 2 auxiliaires comme il les lui fallait, se mit à l'œuvre. Grâce au dessin qu'il avait pris sur les lieux et enluminé d'après nature, Gozan fit un serpent si parfaitement exact que c'était la même taille, les mêmes couleurs, le même aspect. Alors, à l'aide d'un mécanisme intérieur, il lui donna les mêmes mouvements. Puis, son automate achevé, il commença l'éducation de son cheval et de ses chiens. La première fois qu'ils virent le monstre, tout artificiel qu'il était, le cheval se cabra et les chiens s'enfuirent. Le lendemain, chevaux et chiens furent moins effrayés, mais cependant ni les uns ni les autres ne voulurent approcher de l'animal. Le surlendemain, le cheval vint à la distance de 50 pas du monstre, et les chiens lui montrèrent les dents. 8 jours après, le cheval foulait le serpent sous ses pieds, et les 2 dogs donnaient dessus comme sur le taureau. Cependant, Gozan les exerça 2 mois encore, habituant ses chiens à faire leur prise sous le ventre, car il avait remarqué que sous le ventre, le serpent n'avait pas d'écailles. À cet effet, il mettait de la chair fraîche dans l'estomac de son automate, et les chiens qui savaient que leur déjeuner les attendait là, allaient le chercher jusqu'au fond de ses entrailles. Au bout de 2 mois, il n'avait plus rien à leur apprendre. D'ailleurs, si bien raccommodé qu'il fût tous les jours, le monstre commençait à s'en aller en morceaux. Le chevalier partit pour Rhodes, où après une traversée d'1 mois, il aborda heureusement. Il y avait un peu moins de 6 mois qu'il en était parti. En mettant le pied dans le port, il demanda des nouvelles du monstre. Le monstre se portait à merveille, seulement comme de jour en jour, les troupeaux et le gibier devenaient plus rares. Il étendait maintenant ses excursions jusque sous les murs de la ville. Le grand maître Élian de Villeneuve avait ordonné des prières de 40 heures, mais les prières de 40 heures n'y faisaient pas plus que si elles eussent été de simples Ave Maria, de sorte que l'île de Rhodes était dans la désolation la plus profonde. Le chevalier, monté sur son cheval et suivi de ses 2 dogs, s'en alla droit à l'église, où il fit ses dévotions et où il resta en prière depuis 7 heures du matin jusqu'à midi, laissant ses chiens sans manger et donnant au contraire force avoine à son cheval. Puis à midi, c'est-à-dire à l'heure où le monstre avait l'habitude de faire sa sieste, il sortit de la ville et se dirigea vers le marais suivi de ses chiens, qui hurlaient lamentablement, tant ils enrageaient de faim. Mais comme je l'ai dit, le monstre s'était fort rapproché de la ville, de sorte que le chevalier eut à peine fait un mille hors des portes, qu'il le vit bâillant au soleil, attendant une proie quelconque. Aussi, à peine de son côté, le monstre eut-il vu le chevalier, qu'il releva la tête en sifflant, battit des ailes et s'avança rapidement contre lui. Mais la proie sur laquelle il comptait était de difficile digestion, car à peine les 2 dogs l'eurent-ils vu, qu'ils crurent que c'était leur serpent de carton, et que se souvenant qu'il avait leur déjeuner dans le ventre, au lieu de fuir, ils se jetèrent sur lui et l'attaquèrent avec acharnement. De leur côté, le cheval et le chevalier faisaient de leur mieux, l'un ruant des 4 pieds, l'autre frappant des 2 mains, de sorte que le malheureux serpent, qui ne s'était jamais trouvé à pareille fête, voulut fuir vers sa caverne. Mais il était condamné à un coup d'estoc du chevalier, le jeta sur le flanc, en même temps qu'un coup de pied du cheval lui brisait l'aile, et que les 2 dogs lui fouillaient l'un l'estomac pour lui manger le cœur, et l'autre les entrailles pour lui manger le foie. En même temps, les habitants de la ville, qui étaient montés sur les remparts, et qui d'où il était, voyaient le combat battir des mains à l'agonie du monstre. Les applaudissements encouragèrent le chevalier, qui sauta à terre, coupa la tête du serpent, et l'ayant attaché en signe de trophée à l'arçon de son cheval, rentra dans la ville de Rhodes, triomphant comme le jeune David, salam, et fut reconduit au palais des chevaliers accompagné de toute la population. Ces 2 chiens le suivaient en se léchant le museau. Mais arrivé à la commanderie, il trouvait le grand maître Élian de Villeneuve, qui l'attendait, et qui, au lieu de le
le félicitait sur son courage, lui rappela l'ordonnance qu'il avait rendue et qui défendait à aucun chevalier de Saint-Jean de se mesurer contre le monstre, puis en vertu de cette ordonnance à laquelle le chevalier avait si heureusement contrevenu, il l'envoya en prison en disant que mieux valait que tous les troupeaux et la moitié des habitants de l'île soient mangés qu'un seul chevalier de l'ordre manquât la discipline. En conséquence de cet axiome, dont les Rhodiens contestaient la vérité, mais dont le chevalier fut obligé de subir l'application, le grand maître envoya Gozon au cachot. Assemblée de conseil, qui séance tenante condamna le vainqueur à la dégradation, mais comme on le comprend bien, à peine le jugement fut-il rendu, que la grâce ne se fit point attendre. Gozon fut réhabilité, réintégré dans son titre et comblé d'honneur. Puis quelques mois après, Élion de Villeneuve étant mort, il fut élu grand maître à sa place. Ce fut à compter de ce moment que Gozon prit pour arme un dragon, armes qui furent conservées par sa famille jusqu'au commencement du XVIIe siècle, époque à laquelle cette famille s'éteignit. Quant au cheval et aux deux dogues, ils furent nourris tout le temps de leur vie aux frais de la commune de Rhodes et empaillés après leur mort.